J'espère que vous allez bien. Très content aujourd'hui donc de vous avoir encore sur la chaîne Enonye School. Aujourd'hui, nous allons je vais faire une présentation avec l'École nationale des sciences appliquées sur le Data Storytelling. Donc, Data Storytelling, entendu par là, comment raconter des histoires avec des données. Donc, dans cette vidéo, donc, je serai sur l'appel avec une cinquantaine d'étudiants de l'INSA, une école où j'ai eu à fréquenter il y a cela 10 ans, bientôt 13 ans, bientôt, plus de 10 ans. Donc, voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager avec les gens qui seraient intéressés. Donc, et laissez vos commentaires. Merci beaucoup et bonne conférence. Bye. Donc, on va commencer notre présentation. Donc là, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre premier conférencier dans une série de conférences dédiées aux élèves ingénieurs de la filière finance et ingénierie décisionnelle. Voilà, donc je vous remercie vivement, Monsieur Afano Equier Cissé, donc pour avoir accepté notre invitation. Voilà, donc je vais peut-être vous présenter à nos élèves ingénieurs, donc vous présenter votre parcours à nos élèves ingénieurs. Donc, Monsieur Afano, donc après un master en ingénierie financière à l'École nationale des sciences appliquées en 2009. Donc, vous avez choisi de poursuivre vos études à l'Université d'Evry. Hein, donc, vous avez fait un master en finance de marché. C'est le master de Cripé, Stéphane Cripé ou... Non, j'oublie encore son nom. Comme quoi la mémoire me fait défaut. Non, c'était pas Stéphane Grippé. Non, c'était pas D'accord. Stéphane Grippé, non. Et Voilà. c'était à Évry-Val-d'Essonne. Oui, je sais, mais je Ou pensais que peut-être c'est qu'ils ont le master. changé de responsable, peut-être, entre-temps, je ne sais pas. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, après, donc, vous avez travaillé à la BNP et Paribas et Crédit Agricole. Exact. Et en 2013, vous avez décidé de quitter la France, hein, pour le Canada. Donc, vous avez rejoint la Banque nationale du Canada. Et donc, vous avez occupé plusieurs postes, en commençant par un poste d'analyste d'affaires et puis analyste senior data. Et actuellement, vous êtes conseiller senior en intelligence d'affaires à la Banque nationale du Canada. Voilà, donc vous allez nous parler aujourd'hui des données. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous allez raconter l'histoire des données ou bien une histoire avec les données. Donc, on vous laisse comment raconter une histoire avec des données. Donc, est-ce que vous Oui. allez raconter l'histoire des données ou bien une histoire avec les données. Donc, on verra. Donc, on attend une Ouais. surprise. Avec les Voilà, données ou des données. des Mais données. merci beaucoup, Madame Laknati, pour l'invitation. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et salam alaikum, Talaba. Shukran, Bzef. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Comme on dit, Anna Fakroum Didan. Donc, ça me va droit au cœur. Donc, voilà, quelques mots que je garde encore de mon passage au Maroc. Donc, comme Madame Laknati le disait, il y a 11 ans de cela, j'étais à votre place. Donc, j'étais en formation en ingénierie financière. Et je peux vous dire que ça a été un grand plaisir pour moi quand j'ai vu le petit message de Madame Laknati sur LinkedIn. Heureusement qu'il y a LinkedIn. Et elle m'a écrit pour me dire oui, comment ça va et tout. J'étais époustouflé. Parce que pour moi, Madame Laknati, c'est comme, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'était une professeure que j'admirais beaucoup et que j'admire toujours beaucoup. Elle a été mon encadrante aussi pour mon mémoire. Donc, quand elle m'a dit de venir présenter, je n'ai même pas hésité. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste dit oui. Et après, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais c'est quoi le sujet que vous aimeriez aborder?
Et c'est là où j'ai eu un peu de pression. J'étais comme, oh, OK. Donc, faire une présentation devant Madame Laknati, ça me rappelle mon projet de fin d'études. En plus, il y avait Monsieur El signé aussi le jour-là. Il était dans le jury. Et je me ressentais retourner il y a 11 ans en arrière lorsqu'ils ils m'ont jugé. Donc, j'ai fouillé un peu dans mes idées et puis j'ai dit, bon, je vais vous parler du data storytelling, donc de comment est-ce qu'on peut utiliser les données pour raconter une histoire. Et en faisant mes recherches, j'ai dit, bon, il faut que je parle un peu aussi des souvenirs que j'ai à Agadir. Et j'ai retrouvé quelques images. Donc, comme on parle d'histoire d'il y a 11 ans, le jour de ma soutenance sur la modélisation de risque de crédit à la Banque Populaire. Et c'est moi qui suis dans l'encadré ici, vous pouvez voir. Donc, j'ai un peu vieilli, un peu de joue maintenant. C'est manger un peu plus gras au Canada, donc ça prend un peu de joue. Et vous pouvez voir le petit monsieur au milieu, c'est Anouar dont je parlais tantôt avec madame. Vous avez sûrement un Anouar dans votre promotion. Donc, c'est quelqu'un même quand Madame Laknati n'est pas de très, très bonne humeur parce qu'on n'a pas bien travaillé ou qu'on ne fait pas nos devoirs et tout, il lui arrive toujours de lui soutirer un sourire. Très taquin, très drôle. Donc, on est toujours en contact et je ne sais pas comment il s'appelle votre Anouar dans votre promotion, mais j'ai trouvé vraiment intéressant de montrer un peu l'histoire de ce jour de soutenance, le 11 juillet 2009. Comme quoi, j'ai vraiment, effectivement, étudié à l'INSA. Et j'ai retrouvé aussi mon diplôme. Je voulais un peu faire un peu le malin, montrer quand même que je n'étais pas un mauvais élève, quand même, que j'étais moyen, j'étais pas mal. Donc, j'ai retrouvé mon diplôme, mon relevé de notes. J'ai dit, bon, je vais faire le mec qui n'était pas mal. Donc, très, très fier de la formation. Et puis, je voulais faire un petit coucou à une dame qui m'a beaucoup aidé quand j'étais à Gadir, à la BNP, Wardi Fouzia, qui était très malade. Et puis bon, on va passer à travers, mais vraiment un hommage que je voulais lui faire en même temps. Parce que bon, c'est des gens que vous croisez qui vous apportent beaucoup de bonheur quand vous êtes à l'étranger. Et je sais que dans la promotion, il y a aussi des Africains, etc., qui viennent d'autres pays et qui vivent un peu ce que j'ai vécu il y a quelques années. Et c'est grâce à Madame Laknati que j'ai connu Madame Ouadi Fouzia pour mon stage. Elle m'a référé. Et à chaque fois sur LinkedIn, je vois Madame Laknati qui partage les offres d'emploi, les offres de stage. Et j'ai dit, oh, cette dame, elle est magnifique. Elle n'a pas changé. Elle n'a vraiment pas changé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos de moi et de Madame Laknati parce qu'elle est très discrète. Et vous allez même voir que sur LinkedIn, elle n'a même pas de photo de profil pour vous dire la discrétion qui tient à Madame Laknati. Et je voulais aussi faire un petit coucou à mon bailleur, à Agadir, qui n'est pas sur la conférence, mais qui nous donnait du couscous chaque vendredi quand j'étais à Agadir. Donc, juste pour vous dire que mon passage, c'est le fait de faire la présentation, ça m'a ramené très, très loin. On a eu à peu près une centaine de plats de couscous dans cette maison et on avait même des voisins qui venaient manger chez nous parce qu'ils nous faisaient vraiment de très gros, gros plats de couscous. Et on avait même des Marocains qui venaient le vendredi. C'est vrai que le vendredi, chez Ekoué, il y a du bon couscous bien garni aux 12 légumes, etc. Donc, voilà, je voulais quand même faire un petit feedback, aller un peu en arrière parce que c'est l'émotion que la présentation me donne, que je partage avec vous. C'est vraiment sincère. Et je vous remercie encore une fois pour me ramener encore à ces années-là. Et pour entrer dans le vif du sujet, donc on va aller vraiment très, 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 très simple. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment vous parler de mon métier. Comme Madame Laknati vous le disait, je travaille à la Banque nationale en tant que conseiller senior en business intelligence et vous montrer comment est-ce qu'on peut raconter une histoire avec des données. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement quand on parle de data storytelling? Sûrement que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de ce terme-là. Et donc, c'est vraiment de vous partager mon expérience et puis ce que je sais, donc du data storytelling. Je ne suis pas un monstre du big data ou du data science ou du data analyst. Je continue d'apprendre,
mais j'aimerais bien partager avec vous ce que j'ai appris et puis les leçons à retenir par rapport à mon histoire. Je vais le partager aussi avec vous. Et après, je vais vous laisser la parole parce que Madame Lagnati m'a dit qu'il y aura une période de questions pour vous laisser me poser des questions. Soyez indulgents, s'il vous plaît, si je n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, mais c'est vraiment un partage. Donc, n'hésitez pas à parler, à mettre des commentaires en bas dans le chat, etc. Donc, on pourra échanger à la fin de la présentation. Donc, pour présenter mon métier, j'ai pensé à un monstre donc, du Big Data qu'on connaît beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Bill Schmarzo. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un monsieur qui a publié en 2018 ce graphique-là, ce petit schéma, pour expliquer un peu la différence ou la frontière on peut avoir ou qu'on peut voir entre le métier de data scientist, un métier dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, quand on avait commencé nos formations à l'INSA, ben, je ne savais pas qu'un jour, on allait nous parler de data scientist, etc. Parce qu'on faisait déjà des choses que font actuellement les data scientists, beaucoup de statistiques, beaucoup d'algèbre, donc beaucoup de programmation, des modèles, etc. Et comme vous avez vu, le titre de mon mémoire, c'était la modélisation du risque de crédit à la Banque populaire. Donc, vous pouvez dire. Donc, il a montré ce graphique-là, ce schéma, pour vous montrer la différence qu'il y a entre quelqu'un qui fait du BI et quelqu'un qui fait de la science. Donc, on va se focuser sur la partie vraiment à droite, à gauche de votre écran. Et vous allez voir qu'au fait, il y a vraiment un process d'engagement et le but ultime donc, de quelqu'un qui fait du data, il y a des gens qui fait du business intelligence, c'est de créer donc des dashboards, donc de créer des rapports. Donc de créer des rapports, de créer des outils qui vont aider les décideurs donc, à prendre des décisions. Donc, au jour le jour, c'est ce que je fais. Donc, on crée donc, des visualisations, des dashboards, des rapports, on peut l'appeler comme on veut, qui se focus sur ce qui s'est passé. Donc, il parle ici de what's happened. What's happened, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la performance de la force de vente, quelle a été la performance de notre portefeuille de clients, etc. Donc, il y a un suivi qui est fait et il y a des KPI qu'on suit et ça qui permet donc aux décideurs de pouvoir trouver, de pouvoir décider, de pouvoir aligner leur stratégie au fur et à mesure, même les tactiques des fois. Avec le COVID qu'on a connu, il y a eu beaucoup de KPI qu'on a dû ajuster parce que les succursales étaient fermées, comme je travaille dans une banque, parce que les gens ne pouvaient plus aller travailler en succursale, travailler à distance. Il y a pas mal de choses qu'on fait comme ça et on amène l'information donc aux décideurs. Donc, tout simplement, je dirais que mon métier, c'est d'utiliser les données donc, pour créer donc, des visuels afin d'aider donc, les décideurs à prendre donc, les décisions éclairées. Donc, simplement, c'est ce que je fais. Pour ne pas parler de qu'est-ce que je fais au jour le jour, quels sont les outils que j'utilise, etc. Je veux vraiment aller très, très simple. Comprenez qu'en tant que conseiller en business intelligence, dans mon descriptif de poste et dans mon travail que je fais au jour le jour, c'est ce que je fais. On travaille sur des projets de visualisation, de reporting et de data. Ceci m'amène donc à faire un parallèle avec le sujet du jour, donc qui est le data storytelling. Au fait, quand on parle de data storytelling, c'est qu'on va utiliser des visuels ou des données pour raconter une histoire. Donc, c'est vraiment la mode ces derniers temps. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais ces derniers temps, on en parle beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi un monstre donc, de la visualisation qui s'appelle donc Brent Dykes, qui a fait la distinction entre deux manières de voir le dashboarding ou le fait de faire du BI. Il a parlé de faire du story framing qui est ici, que dans mon métier, je fais à 90%, et il a parlé de storytelling. C'est quoi la différence entre ces deux notions? J'aimerais vraiment montrer la différence entre ces deux notions-là, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir évoluer. Okay? Donc, au niveau du story framing, ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait couramment. Quand on parle de tableau de bord, on va mettre en place donc des tableaux de bord, des KPI, des indicateurs, etc. Et les gens vont aller à l'aide de tri, à l'aide de filtres,
ils vont eux-mêmes raconter donc l'histoire qu'ils veulent. Donc, on a plein de KPI, on a plein d'indicateurs, on a des dimensions, on a des mesures, c'est très, très large et on laisse la liberté donc à l'auditoire d'aller lui-même diguer dans, aller plus en profondeur et chacun, Madame Laknati va interagir avec le rapport et va suivre une histoire différente. Monsieur Elsni, chacun d'entre vous va suivre une histoire différente en fonction de ce qui l'intéresse. Alors qu'au niveau du storytelling, c'est différent. On est en train d'expliquer un phénomène qui est arrivé et en expliquant le phénomène, on raconte une histoire à travers cette explication-là. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose où on va mettre en évidence, on va faire de la notation, on va mettre en évidence donc de l'information. Et puis, c'est plus étroit dans le sens où on va se focaliser sur une idée principale. Donc, l'histoire, dans ce sens-là, va être racontée par une personne avec les données qu'elle a pour pouvoir pousser les gens à faire une action. Donc, on peut faire un comparable avec Netflix et le cinéma. Donc, Netflix, c'est un peu l'outil où on peut voir des films en ligne, etc. Donc, quelqu'un qui a un Netflix, c'est comme si la personne a du story framing. Il peut arrêter le film où il veut, il peut changer le film qu'il veut, il peut naviguer et s'arrêter au milieu du film. Alors qu'au niveau du storytelling, c'est comme le cinéma. Donc, quand vous allez au cinéma, vous avez payé votre ticket, vous rentrez. Oui, vous pouvez sortir du cinéma, mais vous ne pouvez pas arrêter le film du cinéma parce que l'auteur ou le réalisateur vous fait suivre une trame de l'histoire, donc du début jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, je trouve très intéressant que Brent Dykes fait par rapport à ces deux manières. Dans les deux, on raconte des histoires, mais dans le premier, c'est l'auditoire qui peut lui-même se raconter des histoires. Il peut avoir plusieurs histoires, alors que dans le storytelling, c'est la personne qui présente, donc qui a un travail de pouvoir faire l'analyse et de présenter l'information d'une certaine manière que les gens puissent comprendre le message qu'il a envie donc de présenter. Donc, je vous ai présenté deux exemples pour vous montrer un peu une différence. Donc, ici, par exemple, on a du story framing. C'est un exemple que je donne par rapport à moi pour des données. Donc, là, on voit un peu le parcours d'Ekwe. Ekwe, conseiller senior, il a 10 ans d'expérience. On voit comment ses compétences en business et en technique ont évolué. On voit comment les compétences en statistique, Madame Laknati va se fâcher un peu parce qu'en 2015, ça a beaucoup baissé avant que ça ne remonte plus tard. Donc, on voit qu'après l'INSA, il y a eu des formations qui ont été faites et on voit les logiciels, donc les logiciels, à peu près les secteurs ou de compétences donc d'Ekwe, les pays visités. Donc, chacun d'entre vous peut aller dans un de ces tableaux de bord, donc peut aller au niveau des logiciels, cliquer sur ETL, on va trouver VBA, on va trouver SCCAS, on va trouver SAS, on va trouver plein d'outils. Donc, chacun peut aller cliquer, il y aura des filtres donc, sur ce tableau de bord pour pouvoir vous permettre chacun de naviguer. Donc, supposons que moi, j'ai envie de raconter l'histoire donc de comment est-ce que ça se fait que mon niveau de statistique a baissé au cours des années. Je vais raconter une histoire par rapport à ça. Donc, je vais aller diguer. Donc, je prends juste cette idée principale-là. C'est là où on fait du storytelling. On va aller et on va faire des annotations. Donc, j'arrive en France, donc en 2009. Donc, je suis plus orienté vers les métiers bancaires. Ça fait que je ne m'intéresse plus vraiment à la modélisation. Donc, c'est vraiment plus orienté banque, les produits de banque, etc. Et à un moment donné, je vais même vers le projet analyse d'affaires. Donc, ça fait qu'en tant qu'analyse d'affaires, je vais développer des capacités de programmation plus que faire beaucoup de statistiques. Je vais avoir des capacités de projet, de gestion de projet, etc. Et j'arrive au Canada où je continue dans ce sens-là, donc en 2013, pour, en tant qu'analyse d'affaires, je fais de déploiement, beaucoup de projets, CRM, vraiment, je me développe dans ça. Et en 2015, je commence par travailler sur des projets, mais maintenant des projets orientés data science. Donc, où on va aller travailler avec du big data, on va aller travailler avec des outils très puissants. Et là, je me dis, j'ai oublié beaucoup de statistiques. Hein. Tout ce que Mme Laknati m'a appris pendant toutes ces années, je les ai oubliés. Et là, j'ai repris, donc, j'ai recommencé à prendre des cours en ligne, me rafraîchir tout ce qui était régression linéaire, les modèles, les différentes théories pour pouvoir faire de la modélisation, faire du data science, pour pouvoir être efficace sur ces projets-là. Donc, ça m'a permis donc, de remettre en place mon niveau au niveau du statistique. Et au fur et à mesure, vous avez vu donc que la courbe en statistique est en train
de monter. Donc, vous voyez, c'est ça un peu la différence quand on parle de story framing et storytelling. C'est-à-dire que là, je n'ai pas parlé des pays où j'ai résidé. Je n'ai pas parlé de mes champs d'expertise, ETL, etc. J'ai pris une histoire, une idée et j'ai voulu vraiment le développer. Donc, il y a un scientifique vraiment très, très puissant dans le domaine donc, du data storytelling qui s'appelle Hans Rosling. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un qui est très, très puissant. Il n'est plus là. Il était vraiment puissant. Voilà, il est décédé il y a quelques années de cela, mais qui a vulgarisé un peu le data storytelling. Et je vais vous présenter, il travaille plus dans le domaine humanitaire, domaine médical, et il présentait les données de manière très puissante pour pouvoir affecter, donc pour impacter les gens. Donc, on va voir une petite vidéo de lui et vous allez voir là ce qu'il va raconter. Il va raconter comment pendant j'ai choisi la vidéo à dessin parce qu'il a pris l'histoire donc de l'humanité depuis 1810 jusqu'à 2009. Donc, 2009, bon, si vous vous rappelez, donc c'est la date où j'ai fait ma soutenance. Donc, pour voir un peu comment évoluer les pays au niveau de leur richesse par rapport à l'espérance de vie de l'humanité. Donc, on va regarder la vidéo et vous allez voir comment est-ce qu'il raconte l'histoire de 200 ans avec des données, OK? Pour vous donner une idée. Est-ce que vous écoutez la vidéo? Le son? OK, parfait. C'est en anglais, hein? Je pense que c'est OK. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person. $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick. And up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again.
In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology, and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Donc, si vous voyez, donc ce qu'il a essayé de faire ici, c'est vraiment de montrer comment est-ce que au fil des siècles, donc l'écart entre les pays a beaucoup augmenté. Et ce que ça fait, c'est que en racontant l'histoire comme ça, on est capable de visualiser et de comprendre c'est quoi le phénomène que de le lire dans un livre ou que de l'avoir dans un tableau de bord qui est présenté où chacun doit aller regarder un peu la réalité. Donc, pour faire une histoire comme ça, j'ai envie de partager avec vous les ingrédients qu'il faut, qui sont essentiels pour pouvoir, parce que je sais que bon nombre d'entre vous, vous allez bientôt faire vos soutenants, vous allez faire vos présentations, vous allez faire vos recherches et vous aurez besoin donc à travers les données que vous collectez, raconter donc des histoires. Donc, de mon point de vue, il y a essentiellement 4 grands ingrédients majeurs donc, pour pouvoir faire donc, ce qu'on appelle du data storytelling. Il y a les données, il y a l'auditoire, le visuel et le récit. Donc, ce qui est important, c'est de bien doser donc, ces 4 éléments-là pour pouvoir avoir donc, un résultat comme Hans Rosling. Et je vous dis, si vous ne le connaissez pas, allez sur YouTube, tapez Hans Rosling et il y a ces présentations-là. Il a des présentations de 1 heure, de 30 minutes. Je voulais vraiment juste prendre cette présentation pour vous montrer son travail. C'est phénoménal. Stand-up, ovation, souvent quand il fait les présentations. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir doser l'ingrédient et présenter l'information de la bonne manière. On va vraiment faire un gros focus sur la partie visuelle dans ma présentation au niveau des ingrédients et on va passer à travers les autres ingrédients aussi tout tranquillement. Donc, au niveau de l'auditoire, ici, ce que je dis, ce que j'ai lu et ce que je connais, c'est qu'au fait, il faut toujours faire une analyse donc, de votre auditoire avant de préparer donc, du data storytelling. Ça vaut le coup pour une conférence comme aujourd'hui, ça vaut le coup pour un one-man show, ça vaut le coup. Une fois que vous voulez faire une présentation, c'est important de prendre le temps de bien connaître votre auditoire. Je prends ici l'exemple en bas d'un projet où on va présenter donc l'utilisation du machine learning dans l'agriculture au Maroc. Et on veut faire cette présentation, convaincre donc le ministre de l'Agriculture ou les agriculteurs de l'importance d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Vous vous rendez donc compte qu'on ne va pas utiliser les mêmes mots, les mêmes visuels, la même présentation. On ne va pas raconter l'histoire de la même manière parce que parler, c'est pas que je doute de l'intelligence donc des agriculteurs, mais parler d'intelligence artificielle à un agriculteur, ça va être très, très compliqué. Donc, il faut donc prendre en considération donc votre auditoire avant de faire donc la présentation et avant de faire donc du data storytelling. Pour se faire, au fait, l'analyse de l'auditoire, généralement,
on passe par 3 types d'analyses. Donc, il faut faire une analyse générale. Donc, moi, avant de faire ma conférence, par exemple, je suis parti sur le site de l'INSA, j'ai posé des questions à Mme Laknati. C'est quoi à peu près la moyenne d'âge donc de votre auditoire, etc. Donc, des recherches par rapport à votre auditoire est très important. Et l'analyse qui est aussi importante, c'est vraiment l'analyse psychographique, donc les croyances, les attitudes. Si vous allez faire une présentation au Maroc, vous devez faire l'étude sur la culture du Maroc. Vous allez faire une présentation en Arabie Saoudite, dans un autre pays. Il faut, parce que les mots que vous allez utiliser, les graphiques, les images que vous allez utiliser pour raconter votre histoire, c'est important en fonction de l'impact que vous allez avoir. Parce que vous allez présenter des visuels qui vont peut-être rendre l'auditoire réfractaire à l'information que vous allez lui présenter. Et l'analyse situationnelle aussi, est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un TED Talk? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de TED Talk dans le monde où on va faire des présentations. Et toujours, le principe, c'est de raconter une histoire. Dans les TED Talk, vous allez voir les gens, ils racontent toujours une histoire. Il était une fois une femme dans un village. Donc, il y a toujours une histoire qu'on veut raconter parce que le client ou l'auditoire ou les gens aujourd'hui ont envie qu'on leur raconte des histoires qui leur parlent, donc que ça soit proche d'eux. Donc, pour recueillir ces informations-là, vous pouvez passer par les moyens standards qu'on a en statistique, que ce soit donc faire des interviews, faire des sondages, etc., ou bien contacter les organisateurs. Et quelque chose qui est très intéressant ces derniers temps, c'est LinkedIn. Vous pouvez aller sur LinkedIn, avoir le profil des gens, voir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont dans le marketing, aller regarder un peu le profil des gens pour vous préparer parce que en fonction de l'intérêt de votre auditoire, vous allez trouver les bons mots pour pouvoir les toucher. En fonction de leur niveau d'expertise, comme ici, vous allez, par exemple, si c'est un analyste, vous allez préparer plus de détails. Moi, quand je fais des présentations avec des données, si c'est des analystes, il faut aller dans le détail parce qu'ils veulent savoir. Si c'est des gens qui sont experts dans le domaine, il faut aller dans le détail. Si, par exemple, vous êtes en train de faire une présentation de modélisation à un président de banque, par exemple, à notre président, il ne connaît rien en statistique. Il a d'autres compétences, mais c'est pas. Et que vous commencez par lui parler de MSI, d'accuracy, vous êtes en train de parler de termes qu'il ne connaît pas, vous avez perdu la personne et le message que vous voulez passer, le message ne va pas passer. Donc, il faudrait trouver donc, les mots. C'est pourquoi c'est très, très important d'analyser l'auditoire. C'est pourquoi je dis c'est l'ingrédient. Parce que quand vous allez aller sur Internet, vous allez faire des recherches, beaucoup d'analystes disent, bon, l'auditoire, oui, l'auditoire, oui. L'auditoire est très, 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 très important à la base. Donc, j'ai pris encore quelques exemples du football. Si je veux parler de football, par exemple, au Québec, si je vous dis football au Québec, si vous venez à Montréal, ils pensent au football américain. Parce que le football que vous connaissez au Maroc, au fait, ils appellent ça du soccer ici. Donc c'est très, très important quand vous allez faire une présentation de comprendre donc, tout ce qui est les croyances, les habitudes, la culture donc, de votre auditoire. Étant donné que maintenant, le monde est planétaire, c'est très important. Et j'ai encore pris un autre exemple, Maroc vs Québec. Là, vous tous, vous souriez, ça, c'est le tagine. Les Québécois, ils ne connaissent pas. Mais ça, c'est un plat le plus consommé au Québec qui est à gauche. Et si vous arrivez au Québec, ça s'appelle la poutine. C'est des frites avec des fromages, etc. Si vous leur dites, ils disent quand vous venez au Québec, vous ne mangez pas la poutine, c'est que vous n'êtes pas passé au Québec. Donc, c'est très, très important de savoir un peu la culture des gens. Comme ça, on sait par quel angle on peut présenter l'information. Donc, moi, je sais que je vais parler à des Marocains. Je sais que si je vais parler de tagine, ah oui, ça, culturellement, l'information rentre facilement. Si je viens au Québec, je sais que je vais parler donc de la poutine. Oui, culturellement, ils connaissent vraiment c'est quoi la poutine. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment montrer ces exemples-là pour dire l'analyse de votre auditoire est très important. Des fois, vous n'avez pas l'information. Donc, il faut trouver une balance et des informations assez universelles lorsque vous voulez faire votre présentation. On va passer donc, en parlant de repas, au second ingrédient qui sont les données. La donnée, elle est capitale. Si vous n'avez pas de données, ce n'est même pas la peine de vouloir faire ou créer ou inventer la donnée parce que, comme le dit ici Edouard DeWink, il dit « on croit juste Dieu seul ». C'est Dieu seul qu'on croit. Tout le reste, il faut montrer des preuves, il faut montrer des papiers, il faut montrer des données. Donc, si vous n'avez pas de données, ce n'est même pas la peine de venir et puis essayer de raconter des histoires aux gens. Ça va être des histoires. Donc, des histoires qui ne tiennent pas debout. Donc, c'est très, très important. Et
j'ai voulu vraiment montrer l'ampleur aujourd'hui des données qui sont disponibles. Il y a beaucoup de données dans les compagnies qui ne sont pas utilisées, beaucoup de données en open source qui ne sont pas utilisées. Mais il faut faire attention à quelque chose, la valeur de la donnée. Est-ce que vous avez entendu parler des fake news? Donc, dans les données aussi, il peut y avoir des biais d'intégrité, il peut y avoir des biais de qualité, il peut y avoir des biais même sur l'information qui est à l'intérieur ou ce que vous… Donc, c'est très, très important de penser à la valeur que la donnée que vous avez va apporter à votre histoire. S'il n'y a pas de valeur, c'est du bruit, c'est même pas la peine de présenter cette donnée-là ou d'en parler carrément dans votre histoire. Et vite fait, je voulais présenter les différents processus. Donc, recueillir la donnée, nettoyer la donnée. Je pense que vous faites beaucoup de data mining déjà. Vous faites beaucoup d'ETL, vous faites de la programmation. Vous savez c'est quoi, aller chercher donc, les données manquantes, les doublons, comment on fait tout le traitement donc, des données. C'est très, très important. Moi, je passe à peu près 60 à 70% à faire ça. Parce que dans notre compagnie, c'est vrai, on fait de la visualisation, mais les données ne sont pas toujours de qualité. Donc, ça veut dire que c'est très, très important de s'assurer de la qualité de la donnée avant de la présenter, parce que sinon, votre PDG, votre président sera très, très, très mécontent d'apprendre que vous lui avez présenté quelque chose qui l'a poussé à prendre une mauvaise décision. Et là, je ne vous raconte pas c'est quoi les impacts de ça. Donc, vaut mieux ne pas présenter si vous n'êtes pas sûr de votre donnée et vraiment procéder à l'analyse, modéliser, regarder avant de faire donc, la présentation. Donc, pour résumer cette partie, c'est ce que je dis ici, il faut éviter les bruits. Donc, il faut vraiment se focaliser d'où viennent les données, quelle est la qualité des données, faire attention à l'intégrité, les données manquantes, le contexte, etc. Et quelque chose qui est important aussi, les business rules, donc les règles d'affaires, la logique d'affaires qu'il y a derrière la donnée que vous voulez présenter. C'est très, très important quand on travaille, surtout dans les compagnies, de comprendre parce qu'un client qui est présent en assurance n'a pas la même manière de vivre à travers les produits qu'un client qui est au niveau du crédit. Donc, de comprendre aussi la logique d'affaires avant de choisir l'idée que vous voulez présenter. Troisième ingrédient que je voulais vous présenter, c'est le visuel. Alors là, on va vraiment s'asseoir et puis on va passer un peu de temps là-dessus parce qu'au niveau du visuel, ce qui est important, c'est que dans l'histoire des humains, ça fait depuis 30 000 ans que les humains, si vous voyez la première photo dans les grottes, on utilise le visuel pour pouvoir raconter des histoires. Donc, nos ancêtres, ils ont fait ça depuis des années, même avant de commencer par faire l'écriture il y a 3000 ans. Donc, ça veut dire que notre cerveau est conditionné à recevoir rapidement les informations qui nous viennent des images. Donc, c'est pourquoi, en fait, l'image ou le visuel que vous allez utiliser est très, très important. Je voulais faire un petit test ici pour vous raconter un peu ma journée d'hier. Donc, juste avec des émoticônes, je vous présente ma journée d'hier. Comment est-ce que la journée a commencé? Comment est-ce que la journée s'est poursuivie et comment est-ce qu'elle s'est terminée? Donc, juste en regardant les émoticônes, vous tous, vous comprenez. Peut-être que si vous n'êtes pas habitué aux émoticônes, vous n'allez pas comprendre, mais vous comprenez un peu que j'ai commencé la journée zen. Entre-temps, j'ai eu une sueur froide, il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis là, il a fallu que je cours à gauche, à droite. Et vers la soirée, ça s'est un peu calmé, la tension est tombée et j'ai fermé mes yeux le soir vraiment tout content parce que tout a été réglé. Okay? Donc, vous voyez que juste avec 4 émoticônes, je peux vous raconter comment s'est passée ma journée hier. Et si je vais à la page suivante, vous allez vous rendre compte de quelque chose que si je vous demande à quelle heure est-ce que j'ai eu mon problème, vous n'avez même pas fait attention donc à l'heure qui était en bas de l'émoticône. L'information qui a été très importante pour vous, c'était juste les émoticônes, alors qu'il y avait des heures. Donc, si quelqu'un se rappelle de l'heure qui était en bas de 10e émoticône, vous pouvez me laisser dans le commentaire et ça va me faire plaisir de voir à quel point vous êtes vraiment attentionné par rapport au test. Donc, Madame Laknati, non, vous n'êtes pas, vous faites pas partie de… Donc, c'est juste pour dire que il y a des gens qui répondent déjà. Donc, c'est vraiment juste pour dire que c'est important, donc, l'utilisation des images, du visuel, parce que
Attendez, je vais voir. 13h15, 13h15. Oh, waouh. Ben, Madame la créative, vous pouvez être fière de vos étudiants. Ils sont super, super forts. Blague à part. Blague à part, là, ils m'ont eu. Vous êtes forts, les gars. Donc, je voulais vraiment montrer aussi quelques recherches dans ce sens-là. Donc, ça, c'est une recherche donc, de Cleveland et de Robert McGill qui ont étudié la difficulté donc, des hommes à comprendre les visuels. Donc, dans ce graphique, ce que vous devez comprendre, c'est que ils sont partis de ce qui est du plus difficile, qui est en bas, au plus facile. C'est-à-dire que les hommes perçoivent certaines formes plus facilement que d'autres. Dans leur recherche, c'est ce ils ont prouvé que quand il y a beaucoup de couleurs, on est perdu. Quand on est en 3D, on est perdu. Donc, c'est vraiment de la recherche très, très poussée qu'ils ont fait en 1984 par rapport à ça. Et jusqu'à actuellement, c'est encore d'actualité. Et que lorsqu'on est dans les airs, on commence pas à être plus ou moins perdu. Quand on commence pas à utiliser les angles perdus, mais tout ce qui touche donc aux points, aux histogrammes, donc aux barres, etc., l'homme facilement, visuellement reconnaît vite l'information. Donc, pour pouvoir justifier cette information-là, je voulais faire un petit test. Vous pouvez, j'ai vu que vous avez déjà commencé par écrire dans le chat. J'aimerais savoir, est-ce que au niveau des écoles, là, on voit la proportion des ingénieurs. Donc, ce n'est pas de vraies données. Hein. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que les parties du pie chart sont équivalentes? Est-ce que c'est les mêmes données? Sinon, c'est laquelle qui est supérieure? Est-ce que c'est la bleue, c'est la rouge, la jaune? Ou bien si c'est la même chose, vous pouvez mettre dans le chat que c'est la même chose. Donc, je vais juste donner 10 secondes. Madame Lacranti, vous avez la parole. Vous pouvez vous essayer cette fois-ci. Est-ce que toutes les écoles sont équivalentes ou sinon, est-ce qu'il y a une école qui dépasse? Il y a une couleur qui dépasse? Même chose, OK. Même chose. Oh, quelqu'un a mis 20h15, 17h15 tantôt. C'est pas bon, ça. Même chose, Ilham. Monsieur Elsini, vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, visuellement, je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Même part. La même chose. Même chose, même chose. Quelqu'un dit bleu, non. Même chose. OK. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la même compréhension. Juste avec un seul graphique, un pie chart, on n'est pas d'accord déjà. On n'est pas d'accord, on a les mêmes backgrounds en statistique, en modélisation, on connaît bien les graphiques, mais visuellement, en fait, on peut pas facilement détecter le pattern qui est ici. Alors que si on n'ajoute pas, on ne va pas ajouter de label, de titre, etc., d'indicateurs, mais on va juste changer de diagramme. Si on passe à un diagramme en histogramme, tac, là, vous voyez rapidement qu'il y a une différence. Donc c'est important. C'était un peu l'explication qu'ils ont fait. Donc, le test, un exemple de test qu'ils ont fait par rapport au visuel. Donc, c'est pourquoi c'est important de choisir un visuel. On va faire un autre test. Celui-là, c'est qu'on veut s'attarder un peu sur la statistique. On veut savoir quelle école a plus de cours en statistique, de volume d'heures en statistique entre les 5 écoles. Est-ce que c'est la même chose ou bien est-ce que c'est différent? Même question, vous pouvez répondre dans le chat. Je pense que c'est la même chose. Monsieur Elsni, vous pouvez toujours commenter dans le chat. Ne soyez pas gênés. Hein? Différent. OK. On a Hasna qui dit même proportion, différent, même chose, Souad. Mohamed qui dit différent. Donc, je pense que cette fois-ci, M. Elsni dit Joker. Donc, c'est vraiment ce que McGill et puis Cleveland ont voulu montrer, c'est qu'il y a notre perception des choses, elle est vraiment difficile sous certains angles. Alors que le même graphique, si on le présente de cette manière-là, vous voyez que c'est plus facile de voir que les IAG est plus élevé que l'autre. Donc, ce qu'ils essaient de montrer, c'est que si vous êtes sur le même
le même axe, l'homme a tendance à facilement comparer donc les données, à comprendre la donnée, alors que quand vous êtes sur des axes différents, c'est difficile. Et c'est un peu ce qu'ils disent dans leur échelle pour dire que quand on est au niveau du pie chart, par exemple, le rond, c'est compliqué. Mais lorsqu'on est vraiment en termes de histogramme et sur les mêmes axes, on a vraiment de la facilité à comprendre. Et on va faire un petit détour au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs aussi, c'est très, très important, là, les couleurs. Je sais qu'il y en a qui adorent beaucoup les couleurs, mais on peut pas, par exemple, utiliser les couleurs n'importe comment. Je vous montre cette photo-là de deux vieils hommes qui se parlent. On ne sait pas s'ils sont jeunes ou sont vieux, mais bon, c'est quand même deux hommes qui se parlent et on voit l'arrière qui est flouté parce qu'on veut faire un focus donc sur ces hommes-là. Donc, quand vous voulez raconter une histoire avec les données, vous devez penser à mettre un focus sur la donnée qui est importante. On va faire encore un autre exercice. La première personne, je vais montrer une chaîne de chiffres. La première personne qui va me trouver le nombre de 3, le chiffre 3 qu'il y a dans cette suite de chiffres, la personne a gagné le petit jeu, encore une fois, un autre jeu. Donc, voici une chaîne de chiffres. Il y a combien de 3 dans cette chaîne de chiffres? Je regarde le chat. Vous pouvez jouer aussi, Madame Laknati. 6. J'ai dit, félicitations, j'ai dit. Il y a Yasmine Ebdela aussi qui a 6, qui a trouvé. Donc, vous voyez donc que ça a quand même pris quelques secondes à tout le monde pour compter, etc. Alors que si je mets en exergue comme ça ma donnée, mon information, là, c'est rapide. C'est-à-dire que on ne cligne pas d'œil même avant de voir l'information. Donc, c'est très important lorsque vous racontez une histoire à les données, le visuel, la couleur, de pouvoir mettre en exergue l'information qui est capitale que vous voulez divulguer. Tout le reste, c'est du bruit. Donc, utilisez du gris, etc. Et je voulais vraiment aussi, au niveau des couleurs, parler de deux éléments très importants. C'est de ne pas oublier les gens qui ont des problèmes visuels. Parce qu'il se peut que votre président de la banque soit daltonien. Donc, les couleurs que vous utilisez, ça a du sens. Si le rouge veut dire quelque chose, le vert veut dire quelque chose dans votre visuel, il faudrait bien réfléchir à quel mélange de couleurs vous devez faire, sinon vous allez pousser à la mauvaise interprétation de la donnée. Donc, très, très important de garder ça aussi en tête de quelle couleur on utilise. Et je fais le lien avec un monsieur qui est encore vivant, qui est sur LinkedIn, qui fait beaucoup de présentations, Edward Tuffle. Edward Tuffle a parlé du ratio Inc, du Data Inc Ratio. Ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il veut dire dans ce principe-là, c'est que lorsque vous faites de la visualisation, vous voulez raconter ça, peu importe si c'est du story framing ou du storytelling. Peu importe ce que je dis pour le visuel est valable pour toute chose, même pour les données. C'est valable pour storytelling, story framing. Ça, c'est des bases qu'ils ont fondamentales. Ce qui veut dire ici, c'est que imaginez que vous voulez, votre visuel, vous voulez l'imprimer sur du papier et que votre imprimante n'a pas assez d'encre. Il arrive des fois comme ça, vous voulez imprimer et puis il y a la petite lumière de l'imprimante qui clignote, tac, 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 encre bas, niveau d'encre bas. Donc, lorsque vous faites vos visualisations, pensez à optimiser votre visuel pour que quand vous allez imprimer, c'est l'information que vous voulez que la personne regarde sur le papier qui soit imprimé. Donc, tout ce qui est couleur autour, qui n'apporte pas de la valeur, encore une fois, la valeur qu'apporte votre information aux données, ce n'est même pas la peine de présenter. Donc, c'est un peu ce qu'il… je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est très intéressant si vous avez le temps de regarder. Et c'est très, très poussé, son analyse de comment est-ce qu'on peut optimiser donc, les couleurs donc, sur des visuels et d'avoir en tête comme si on veut imprimer le papier, il n'y a pas d'encre en couleur, il n'y a pas assez d'encre. Comment est-ce qu'on peut optimiser? Et je fais le parallèle ici avec les Avengers et après, avec un visuel. Vous avez deux visuels ici, le même visuel que tantôt qu'on a montré en histogramme. Quelqu'un qui le présente avec toutes ces couleurs. Mais est-ce que cette couleur apporte de la valeur à la donnée? On est ébloui par la couleur. Il y a trop de couleurs. Il y a trop d'éléments et on ne met pas en exergue l'information qu'on veut montrer à la personne. Donc, il faut faire attention. Il faut montrer là et même le titre. Le titre, on dit les IAC font 21% des ingénieurs. Point à la ligne.
Il n'y a même pas de quadrillage, il n'y a rien. On a les données et on met en couleur l'information qu'on veut montrer, qu'on veut mettre en exergue, tac, la personne. Donc, je fais l'analogie avec les Avengers, pour ceux qui aiment les films de fiction, pour dire que lorsque vous regardez un film d'Avengers, le réalisateur, il ne raconte pas la vie des figurants. Donc, vous allez avoir des milliers de figurants dans le film, mais l'histoire que le réalisateur va vous raconter, ce sera l'histoire de ces quatre héros. Donc, vous allez suivre ces 4 héros dans le film, mais même si à un moment donné, il y a des milliers de personnes qui se battent, qui combattent, etc., dans le film, le focus va rester sur les actions des différents héros. Donc, c'est très, très important de penser aussi en termes de quelle quantité, comment doser l'information et qu'est-ce que je veux passer comme émotion aux personnes au niveau du visuel. Donc, là, j'ai donné un exemple d'un souk. C'est très, très beau, beaucoup de couleurs, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. C'est beau dans le souk, mais pour raconter des données, c'est trop. C'est envahissant. Il faut aller peut-être avec quelque chose comme ça. C'est très simple, très sobre, 2 tons, les formes sont claires et nettes. Donc, quand on parle de données, quelque chose comme ça. On n'a pas besoin des chiffres, on n'a pas besoin du quadrillage, on enlève les informations. Donc, très, très important de garder en tête qu'il faut prendre le temps de bien choisir donc, le visuel, les images, la qualité, la quantité, 2D ou 3D. 3D, c'est franchement, si vous voulez faire une présentation et que vous avez un graphique en 3D, réfléchissez bien correctement parce que le 3D, on peut mettre la 3e dimension sous forme de forme. C'est-à-dire que la forme de votre élément peut être, ou la taille donc, de l'élément peut servir de 3e dimension pour montrer l'information en 3D. Comme on l'a vu Hans tantôt, la taille de ces bulles donnait l'information de la taille de la population de ces pays. Donc, on avait une vue en 3D dans sa présentation. Donc, très, très important de réfléchir avant de faire des présentations en 3D parce que l'humain va prendre du temps pour comprendre. Et il y a des outils qui existent qui vous permettent de faire, donc, de sélectionner les données. Je voulais comme vous montrer. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous envoyer le lien. C'est le DataVis Catalogue. Par exemple, en fonction de ce que vous voulez faire, il va vous donner donc les types donc, de visuels que vous pouvez utiliser. Très simple. C'est un outil que moi, j'utilise beaucoup et il vous explique un peu comment utiliser ces outils-là et beaucoup de conseils par rapport à comment utiliser de la visualisation. Donc, il y a cet outil-là. Donc, c'est lui que je présente sous forme de schéma. Vous allez trouver ça beaucoup sur Internet. C'est très, très intéressant. Vous n'allez pas voir de 3D, vous n'allez pas voir de choses très, très complexes dans ces genres de visualisation. Donc, très, très important. Et là, on finit avec le 3e ingrédient qui est le récit. Donc, le récit, c'est quoi? Le récit, c'est vraiment là où vient le storytelling. Parce que le storytelling, à la base, ce qui le diffère avec le story framing que je vous ai montré au départ, c'est vraiment le fait de raconter une histoire. Donc, raconter une histoire, c'est quoi? C'est de partir d'une situation, de créer, par exemple, l'émotion et de pouvoir transmettre l'information aux gens par rapport à cette émotion-là. Donc, on va utiliser des mots, on va utiliser des images. J'avais une histoire à vous raconter, mais on va comme le temps avance, je vais laisser ça pour la fin. Si on a le temps, je vais vous raconter pour que vous saisissiez un peu le poids du récit. Et il y a un monsieur, Platon, peut-être que vous le connaissez, qui disait quelque chose. Il dit « Those who tell story rule society ». Ça veut dire les gens qui disent une histoire, l'important de l'histoire, c'est de pouvoir rentrer donc dans l'ADN des gens, de créer de l'émotion. Et j'ai fait le parallèle avec ces messieurs-là, à Jamal Fna. Ces messieurs qui sont très, très puissants en termes de narration. Les conteurs donc, de la part de Jamal Fna qui éduquent des sociétés, qui éduquent des jeunes, des vieux, des personnes. Donc, ils utilisent donc le récit pour pouvoir transmettre des valeurs, des principes. Je suis sûr que si vous avez déjà rencontré, moi, je me rappelle encore de plein d'histoires que j'ai écoutées à Jamafuna pendant mon passage à Marrakech. Si vous vous rappelez encore des enseignements de ces messieurs-là qui sont très, très sages. Donc, en data storytelling, c'est important de raconter son histoire, de raconter une histoire et on va faire un parallèle. Je vais faire un parallèle avec le récit narratif en français.
c'est-à-dire qu'on parle de situation initiale, etc., etc. Au niveau du data storytelling, on va plus parler de présenter les données. Donc, vous avez vu au début, Hans, il a présenté les données. Il y a l'axe Y, l'axe X, ce que veut dire chaque axe, les données, ce que ça veut dire, la taille des données, la couleur des données, c'est des régions, c'est les pays. Il a donné donc l'indication, il a fixé le décor. Très important. Maintenant, l'idée que vous voulez présenter, il a dit qu'il veut montrer comment est-ce que les pays ont évolué dans le temps en fonction de la richesse et de l'espérance de vie. Donc, vous présentez l'idée que vous voulez montrer. Maintenant, après, en racontant le déroulement, il parle de ses constats. Il s'arrête. En 1948, où il est né, il dit « je m'arrête ». Il y a eu la guerre, en temps des populations baissées. Mais à partir de 1948, on voit que d'autres États, l'Asie, l'Afrique, ces États ont monté. Donc, il tient l'attention, il essaie de raconter l'histoire et puis ramener l'émotion des gens. Il arrête et il fait évoluer son histoire. Et à la fin, il fait une proposition ou une résolution. Il dit, je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et je pense, il fait même une projection pour dire, OK, ça va dans le bon sens et je pense que ça va aller en s'améliorant. L'écart va se réduire parce qu'il y aura la technologie, etc. Et à la fin, résumer le récit avec l'idée principale que vous voulez comme que les gens retiennent de votre récit. Donc, c'est un peu les temps. Vous n'êtes pas forcément obligé de suivre cette trame-là, mais ce que je dis, c'est que généralement, quand je vois ce qui est ou ce qu'on fait dans notre quotidien en tant que conseiller en BI, c'est un peu la trame qu'on suit, la présentation. Donc, je me suis inspiré aussi un peu de Tableau, donc un logiciel qu'on utilise pour faire la visualisation. Donc, Tableau distingue essentiellement 7 différents angles pour raconter une histoire. Le temps, comment ça évolue dans le temps, de partir d'un contexte général pour aller à un contexte particulier. Si vous avez des questions, après, je serai vraiment ouvert à répondre aux questions. De partir d'un concept particulier à un contexte général ou de faire ressortir la différence. Donc, ici, ils expliquent comment est-ce qu'on peut raconter des histoires sur différents angles, mais avec les données. Donc, c'est vraiment accessible et il y a des exemples que j'ai ici qu'on pourra voir au fait après pour chaque type d'angle, comment est-ce qu'ils le font avec Tableau. Tableau qui est un outil de visualisation. Donc, importance donc de raconter des histoires. Le contexte, le fait de connecter avec les gens, de les marquer par rapport à ce que vous avez. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se rappellent encore de la photo d'Anouar au milieu de moi, avec nous tous, avec le petit thé et qu'il est très taquin. Donc, c'est très, très important de raconter des histoires parce que ça marque les gens et puis de raconter l'histoire du tagine de mon bailleur, sûrement que ça vous a aussi marqué. Donc, très, très important de se connecter avec les gens et en entreprise aussi, c'est important de raconter des histoires parce que ça aide les gestionnaires, dire que le client, avec le COVID, on voit que son portefeuille d'investissement est en train de dégringoler. Donc, il y a une action à faire pour pouvoir soutenir notre client parce que si jamais le client, son portefeuille décroît, la banque aussi perd de l'argent. Donc, comment raconter cette histoire-là de ce client type à notre gestionnaire, c'est très, très important. Et je voulais encore, je ne sais pas si on a le temps, je voulais encore montrer une petite histoire de Hans avec les données, mais là, il le fait maintenant pas avec des graphes, comme quoi le data storytelling, on peut aller comme on veut. On peut aller vraiment avec la créativité. Il le fait avec Bill Gates et il parle d'un sujet d'actualité. Il parlait d'un sujet d'actualité. Vous savez comment Bill Gates, la vaccination, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, il parlait de la vaccination et on va voir un peu ce qu'il raconte. Il y a la transcription en français. Demographic party tricks. Me, Hans Rosling. Trick number 1. Keep it cool. Everyone has to live together. That's what I see in the future of the world. That was a great trick, but do you have one that can teach people about global vaccination and what's going on there? Of course, child vaccinations are so important. And most people don't even know the basic facts. I have a great vaccination trick. And at the end of the trick, I will ask you a question. What percent of the 1-year-old children in the world got the basic vaccines? Now, here's how it's supposed to work. Vaccines are produced in factories in different places of the world. And this is the Global Child Vaccination Program. It contains vaccines against tetanus, polio, measles, and some other terrible diseases.
the big task is to bring these vaccines from the factories all the way to the children. Imagine that these are the children of the world, over here. Now, the special challenge is that the vaccine must be kept cold all the way from the factories to the children. This requires an uninterrupted cold chain from factory to every country in the world, to the provinces, to the districts, all the way to the local nurse. Now, every year, it's about 125 million babies that requires vaccinations. You can be the mothers. You take care of 1/5 of these children, each of you, you know. Remember the question? What % of these children actually do get the basic vaccines, you know? What do you think? 22. Oups. Vous pouvez mettre en commentaire, ils cherchent le pourcentage de personnes qui sont d'enfants vaccinés dans le monde. Vous pouvez mettre des commentaires. I will now give you the result using the latest UN statistics. The vaccines were produced, and then the vaccines were transported by cargo flights to the national airports in every country. And with domestic flights to the cold stores and provinces. And then probably with road transport to the district refrigerators. And from there to the local community nurse. She has an ice box. Now, bring your children to the nurse. Look here. 1, 2, 3, and 4 out of 5 children in the world get vaccinated. The precise answer is 83%. This system works quite well in most countries and most places today. We should celebrate this. Wait, that's a great trick, but you didn't get any. The last 20% also need vaccines. In fact, we need even more vaccines. But I think it's doable in the next generation. Here's the extra delivery. We need more nurses, we need a little more electricity. We need the science for all those neat new vaccines. And so we can end poverty in the next 20 years and reach every child. And you know, if you will do this party trick, you can use other types of glasses and uses also. Vaccination program saves millions of lives every year. 83% of all children in the world are already reached. It will be possible to reach all children quite soon. Explaining vaccination program is not a party killer, it's a party trick. Donc, l'impact donc de raconter une histoire comme ça en vulgarisant les statistiques, parce que là, en fait, il passe un chiffre 83%. Ce chiffre-là pouvait être mis dans un rapport, dans un dashboard ou quelque part sans avoir l'histoire. Je ne pense pas que ça aurait cet impact-là, parce que nous tous actuellement, on va garder cette image en tête des 5 verres et du 4 verres qui a été rempli. Donc, automatiquement, on va se rappeler du 80%. Donc, c'est très important donc de bien mixer ces différents éléments-là. L'auditoire pour avoir une connexion, connaître, comprendre l'auditoire, très, très important. Les données pour pouvoir trouver l'idée principale, le visuel pour l'attention, le focus et le récit maintenant pour aller créer l'émotion pour pouvoir rentrer donc la mémoire long terme donc des personnes ou de votre auditoire ou même en compagnie. C'est ce que je dis là, c'est valable dans votre vie privée, dans des organisations humanitaires. Vous voulez aller faire de la sensibilisation. Quand vous avez des données et que vous voulez présenter pour avoir de l'impact, pensez toujours à comment vous pouvez rendre la donnée accessible à tout le monde. Et là, je voulais partager avec vous un bon livre
qui est ici, Data Storytelling, qui est comme déchiré, on voit, donc que je lis beaucoup. C'est comme la Bible, lorsqu'on veut faire vraiment du storytelling au niveau des données, de Cole Nussbaumer. Elle a travaillé à Google pendant des années avant de passer indépendante et elle montre des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut faire du data storytelling. Et résumer un peu son chapitre, je vais vous partager avec vous le PowerPoint, vous allez voir les étapes qu'elle propose qui se croisent un peu avec ce que je vous ai montré, mais essentiellement, elle focus beaucoup sur le côté visuel, quel visuel utiliser, etc. Quelques exemples que j'ai retirés de son livre. Donc là, elle prend un visuel comme ça, elle le ramène sous une forme d'histoire. Comment est-ce qu'on peut raconter une histoire avec les données? Elle prend des pie charts. Donc, les pie charts, elle n'aime pas les pie charts. Tout ce qui est pie chart, donut chart, tout ce qui est rond, elle n'aime pas du tout, du tout. Donc, elle utilise beaucoup d'histogrammes. Comment faire la notation de vos graphiques. Elle le montre aussi, comment mettre les données en exergue. Pas beaucoup de couleurs, le dégradé. Et il y a plein d'autres livres que je peux vous recommander. Donc, vous allez voir au niveau de la présentation, on a parlé de Brent Diggs. Avec lui, en introduction, j'ai parlé un peu de story framing, storytelling. Dans son livre, il en parle aussi beaucoup. Et je voulais aussi faire une petite aparté, vous parler un peu d'une initiative que je lead qui s'appelle Enonye School, où avec des groupes donc, de data experts, on fait de la vulgarisation des métiers de data science, de data analytics, etc. C'est une initiative que j'ai commencée depuis l'année passée et on fait des conférences, on fait des présentations sur les données. La prochaine conférence qu'on fait, c'est vraiment avec Feshal Zwin, qui est data scientist à New York, qui travaille dans les médias spécialisés dans le sport. Donc, c'est très, très intéressant comme domaine. Il fait vraiment de très belles choses. Donc, si vous êtes disponible, vous pouvez vous joindre à nous. Ça va être bon enfant, vraiment, vous poser des questions et puis comprendre comment on pratique. Et je voulais terminer avec cette visualisation, juste pour dire que c'est le ciel. Ça montre un peu comment les avions bougeaient avant dans le ciel. Je pense qu'avec le confinement et puis le COVID, j'aimerais bien revoir cette visualisation actualisée. Donc, si vous êtes tenté de faire ce petit challenge, je serais vraiment très intéressé de voir comment est-ce qu'actuellement le ciel, il est plus clair et moins lumineux que maintenant. Et j'attends vivement mon tagine de Brahim. Et je vous remercie vraiment pour l'occasion et la table est dressée pour les questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Afano, pour votre excellente présentation. Voilà, donc pour toutes les informations pertinentes que vous avez partagées avec nos élèves ingénieurs. Donc, je pense qu'on maintenant on passe à la discussion. Je ne sais pas si les étudiants ils ont des questions à poser ou. Alors voilà, vous avez la conférence a été un peu longue, donc ça s'est bien passé. Je suis très très content, très honoré de l'invitation, comme je le disais dans la vidéo. Je remercie vraiment tous les étudiants donc, de l'INSA. Je remercie la professeure, mon encadrante, Madame Laknati de l'INSA, qui m'a invité pour cette conférence. Et j'espère que vous avez appris de cette présentation. Et laissez-moi un commentaire et puis prenez bien soin de vous et à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de souscrire donc à la chaîne pour les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.